Bonjour à tous et à toutes. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Stéphanie Pellissolo qui va nous parler du coup de l'intérêt de l'apport de la thérapie basée sur la pleine conscience dans le cadre de la douleur. Psychologue clinicienne et psychothérapeute formée aux thérapies comportementales et cognitives, à la thérapie des schémas, à la thérapie d'acceptation et d'engagement, à l'EMDR ainsi qu'à la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience. Après avoir travaillé 10 ans à l'hôpital, elle exerce aujourd'hui en libéral à Paris et forme de nombreux professionnels de santé à l'instruction du protocole MBCT. Je vais lui laisser la place et merci beaucoup. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Donc, je vais vous présenter la méditation et ses bienfaits thérapeutiques, la méditation notamment de pleine conscience. C'est celle dont on entend vraiment parler à l'heure actuelle dans tous les médias. Ça fait la une de nombreux magazines, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, un peu partout dans le monde. On va avoir énormément de publicité sur ça. Juste, je vous montre un petit peu toutes les premières. Chez Google aussi, ils ont lancé maintenant des formations à la pleine conscience. Et on a de plus en plus de sportifs de haut niveau qui se mettent aussi à la pratique de la méditation de pleine conscience. Et Djokovic, notamment, pratique. Et je crois qu'Yannick Noah, pour la dernière Coupe Davis, avait aussi eu recours à un coach qui pratiquait la méditation avec ses joueurs. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui est très très en vogue. On vend la pleine conscience aujourd'hui comme quelque chose qui nous permet d'accoucher sans douleur, qui nous permet on peut aussi travailler de manière plus efficace en pleine conscience. On peut aussi aimer en pleine conscience. On va trouver des bouquins à peu près sur tout en pleine conscience. Donc être parent en pleine conscience, la pleine conscience pour les enfants, les ados, faire du sport en pleine conscience, manger en pleine conscience. Bref, vous pouvez tout faire en pleine conscience. Elle diminue le stress. Elle diminue aussi la prise de substances. Elle permet de mieux répondre à un traitement contre le cancer. C'est-à-dire que les gens qui pratiquent la méditation en même temps que leur chimiothérapie répondent mieux qu'un groupe qui ne suit que la chimiothérapie. Ça va aussi améliorer les gens qui ont des troubles obsessionnels compulsifs, qui ont des troubles du comportement alimentaire. Ça va diminuer aussi la douleur, ça diminue l'anxiété, la dépression. Et enfin, ça améliore le sommeil. Ça permet effectivement d'accoucher un peu plus facilement. Ça permet aussi d'être beaucoup plus rentable, et c'est comme ça aujourd'hui que c'est vendu dans les entreprises. Et on a de plus en plus d'entreprises, effectivement, qui demandent à ce qu'on vienne faire des cycles de pleine conscience à leurs employés, mais avec cet objectif, effectivement, de rentabilité, ce qui ne correspond pas tout à fait à la philosophie qui est à la base de la pleine conscience. Donc il y a beaucoup de dérives à l'heure actuelle. Ça augmente les performances sexuelles, ça augmente les performances professionnelles. Bref, c'est assez magique, finalement, quand on regarde tout ça. Et si on commence à lire un peu ce qui est publié dans de nombreux magazines, on trouve ça chouette et les gens viennent nous voir en nous disant « Je veux pratiquer la pleine conscience, c'est magique, je veux juste faire ça ». Et finalement, ce n'est pas si simple que ça, et c'est ce qu'on va essayer de voir aussi ensemble aujourd'hui. Effectivement, c'est une approche qui apporte énormément de choses et qui peut changer la vie de beaucoup de personnes, mais par contre, elle demande énormément de patience et de persévérance, et on y reviendra tout à l'heure. Alors, la méditation, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, ce n'est pas Jon Kabat-Zinn qui l'a inventé, c'est quelque chose qui remonte à plus de 2500 ans, et on va même retrouver des traces sur des fresques indiennes il y a à peu près plus de 4000 ans. En Occident, les recherches, elles ont commencé à peu près il y a 75 ans, donc pas avant. Et en fait, du fait du rattachement à la religion, c'est quelque chose effectivement qui a bloqué la recherche pendant un certain temps. Et aujourd'hui, on retrouve ce blocage pour amener la méditation dans les hôpitaux. C'est encore un frein. Il y a beaucoup de gens effectivement qui n'ont pas confiance dans cette approche. Et qui parle plutôt de dérive sectaire. Et on a un peu de mal, effectivement, à amener tout ça dans les hôpitaux. Alors, qu'est-ce que la méditation n'est pas, avant de vous dire ce qu'elle est ?
La méditation, ce n'est pas une technique de relaxation. Très souvent, les gens arrivent en disant « moi, je vais me détendre ». Ils passent le premier exercice du scan corporel qui consiste à être attentif à chaque partie de son corps, des orteils jusqu'au sommet de la tête, en explorant avec curiosité les sensations qui se trouvent dans chaque partie du corps. Effectivement, ce n'est pas une séance de relaxation. Très souvent, ils sont plutôt en bataille avec leur attention qui est happée en permanence par leurs pensées et ils ont l'impression de rater complètement l'exercice. Donc, ce n'est pas si relaxant que ça. Mais par contre, ça peut avoir un effet relaxant. C'est pas non plus ne plus avoir de pensée. Il y a plein de personnes qui arrivent en disant « moi, je ne veux plus avoir de pensée, c'est terminé ». Non. Nous continuons à avoir tout plein de pensées, juste on a appris avec cette approche-là à désengager notre attention des pensées et à ramener notre attention dans le corps ou sur d'autres objets d'attention. Donc ce n'est pas la même chose. Hein. C'est juste une rééducation de l'attention, ce n'est pas la fin des pensées. Malheureusement, parce que c'est vrai que des fois, ce serait bien d'avoir un petit bouton off, ça pourrait être assez plaisant. Ce n'est pas non plus une fuite de la réalité. Et la pleine conscience peut très rapidement devenir une fuite de la réalité. Quand on travaille sur certains exercices, comme par exemple maintenir notre attention dans des sensations qui sont en lien avec la respiration, assez rapidement, avec l'entraînement, on peut atteindre un état de calme mental. Et cet état de calme mental entraîne un calme physiologique qui fait que, assez rapidement, les patients trouvent ça super chouette de revenir en leur point d'ancrage, de maintenir leur attention et de ressentir ce calme. Mais du coup, dès qu'ils traversent une période un peu difficile, hop, évitement de l'émotion, je reviens au point d'ancrage. Et éventuellement, ce que je vais vous proposer, c'est peut-être un petit exercice, justement, pour vous montrer un peu ce que c'est que ce point d'ancrage et comment on apprend à maintenir l'attention dans cet endroit. Donc, si ça vous va, je vais vous demander de fermer les yeux. Si vous n'avez pas envie de les fermer, ce n'est pas une obligation. C'est juste une invitation à expérimenter cette approche. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux. Et vous allez commencer par porter toute votre attention sur les sensations de contact de votre corps avec le support sur lequel vous vous trouvez. Ressentez le contact de vos pieds avec le sol, de l'arrière de vos cuisses, de vos fessiers avec la chaise, et puis toutes les autres parties de votre corps en contact avec le dossier du fauteuil, le dos, les bras, l'arrière de la tête pour certains. Juste ressentir le contact. Il se peut qu'à un moment, votre attention soit happée par des pensées, par des commentaires, des jugements par rapport à ce que vous êtes en train de faire dans ce grand amphi, entouré de monde. Et cette divagation de l'attention est tout à fait normale. Elle est propre à notre cerveau. Et donc, juste quand vous remarquez ça, félicitez-vous d'être revenu dans l'instant présent et ramenez votre attention à la pleine conscience des sensations de contact de votre corps avec le support sur lequel vous vous trouvez. Et maintenant, vous allez laisser votre attention se déposer sur votre souffle, un peu comme la feuille d'un arbre pourrait venir se déposer sur un cours d'eau. Ce n'est pas la feuille de l'arbre qui contrôle la vitesse, le rythme, la direction du ruisseau. Mais la feuille se laisse porter à travers de nombreux paysages grâce à ce cours d'eau. Et il en va de même pour votre attention qui va se laisser entraîner par votre souffle dans différentes parties de votre corps. Donc du mieux que vous le pouvez, essayez d'être présent à votre respiration à partir du moment où l'air rentre dans vos narines jusqu'au moment où le souffle en ressort. Soyez curieux de la profondeur de votre respiration, comme de son rythme. Qu'en est-il là pour vous en cet instant ?
votre respiration soit courte, lente, rapide, saccadée, peu importe. Laissez votre respiration être ce qu'elle est. Et maintenant, vous allez explorer avec curiosité la qualité des sensations et des mouvements dans certaines parties de votre corps en lien avec l'inspiration et l'expiration. Commencez par diriger votre attention au niveau de vos narines. Que se passe-t-il précisément lorsque vous inspirez et que se passe-t-il précisément lorsque vous expirez? Est-ce qu'il y a des sensations qui vous permettent de savoir ce qui est en train de se passer? Peut-être sentez-vous l'air qui effleure la muqueuse des narines lorsque vous inspirez et un souffle un peu plus chaud qui a pris la température de votre corps, qui effleure la base de vos narines et votre lèvre supérieure. Pendant quelques instants, du mieux que vous le pouvez, essayez de maintenir votre attention dans ces sensations au niveau des narines, moment après moment. Soyez curieux là de l'endroit où se trouve votre attention. Est-ce qu'elle est toujours centrée au niveau des narines? Ou s'est-elle laissée happer par des pensées, des rêves éveillés, des images mentales? Juste prenez conscience de ce qui a attiré votre attention, désengagez votre attention de cela, de ces objets distracteurs, et ramenez tout doucement mais fermement votre attention à la pleine conscience des sensations au niveau des narines. Puis en inspirant, je vous invite à laisser votre attention se déployer dans votre cage thoracique. Soyez curieux là de ce qui se passe lorsque vous inspirez et lorsque vous expirez. Quelles sont les sensations, les mouvements perceptibles dans cette partie de votre corps ? Peut-être ressentez-vous l'élargissement de la cage thoracique, son épaississement, les épaules aussi qui s'élèvent très légèrement lorsque vous inspirez, puis le fait que votre cage thoracique et les épaules reprennent leur place initiale à l'expiration. Pendant quelques instants, du mieux que vous le pouvez, essayez de maintenir votre attention dans ces mouvements au niveau de votre cage thoracique, respiration après respiration. Puis lors de la prochaine inspiration, laissez votre attention glisser dans la région du ventre afin d'y explorer les sensations en profondeur et en surface en lien avec l'inspiration et l'expiration. Juste ressentir. Ici, il ne s'agit pas d'analyser ce que vous êtes en train de faire, mais vraiment de ressentir, de devenir votre ventre qui respire, de devenir ce léger gonflement lors de l'inspiration et ce doux dégonflement lors de l'expiration. Parmi ces 3 endroits du corps où il est possible d'être présent à sa respiration, peut-être avez-vous remarqué qu'il y avait un endroit où il était plus facile pour vous d'y maintenir votre attention, parce que les sensations, les mouvements étaient plus présents pour vous. Peut-être est-ce au niveau des narines, de la cage thoracique ou de la région du ventre. Il n'y a pas de bon ou de mauvais endroit. Là, ce qui importe, c'est vraiment votre aisance à maintenir votre attention dans l'un de ces endroits. Et cet endroit est ce que nous appelons le point d'ancrage.
un point d'ancrage qui est toujours disponible, où que nous soyons, quoi que nous fassions, que nous soyons embarqués dans un tourbillon de pensée ou encore submergés par une vague d'émotions. Nous avons ce choix de ramener notre attention en ce point d'ancrage pour juste ressentir le calme de l'instant présent. Puis tout en restant présent à votre point d'ancrage, élargissez progressivement le champ de votre attention jusqu'à y accueillir votre corps dans sa globalité, comme si vous faisiez un dézoom avec le focus de votre appareil photo. Élargissez le champ de la conscience, donc présent à votre point d'ancrage, aux sensations qui s'y trouvent, tout en étant présent aussi à votre corps tout entier, ressentant le contact de celui-ci avec le support sur lequel il se trouve. Quand vous le souhaitez, à votre rythme, vous pouvez ouvrir les yeux. Je vous remercie de votre attention pour ce petit exercice qui montre un petit aperçu de ce que peut être la pratique de pleine conscience, mais qui vous montre aussi qu'effectivement, ce n'est pas forcément une séance de relaxation, même si vous pouvez vous sentir relaxé, pour vous montrer aussi que ce point d'ancrage peut rapidement devenir effectivement un moyen d'éviter aussi la réalité ou certaines émotions difficiles à ressentir. Ce n'est pas non plus une forme de transe, pas non plus une expérience mystique, ni une religion. Alors, qu'est-ce que la méditation finalement de pleine conscience ? Mais c'est avant tout finalement une forme d'entraînement de l'esprit. La méditation est une attitude, une manière pleinement consciente d'être présent à soi et au monde qui nous entoure. Donc là, ce qu'on a fait, on n'est pas encore dans la pleine conscience dans l'exercice que je vous ai fait faire. Vous avez vu qu'on a porté notre attention sur des points relativement précis. Il y a juste à la fin où on a élargi le champ de l'attention au corps tout entier, où on commence là à être un peu plus dans la pratique de la pleine conscience. Mais dans les protocoles classiques, dans les 4 premières séances, on n'est pas encore dans la pleine conscience. On est vraiment dans la rééducation de l'attention. On entraîne l'attention à se désengager des stimuli distracteurs et à la réengager dans un autre endroit. Donc, il y a Jon Kabat-Zinn qui définit la pleine conscience, l'état de conscience qui résulte du fait de porter son attention intentionnellement au moment présent, sans jugement, sur l'expérience qui se déploie moment après moment. Ne pas être dans l'anticipation et ne pas être dans des ruminations par rapport au passé. Maintenant, 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 maintenant. Et ça, c'est extrêmement dur, puisqu'effectivement, nous sommes plutôt habitués, depuis que nous sommes petits, à être soit dans l'anticipation ou soit effectivement dans des ruminations par rapport au passé. Donc en 1979, Jon Kabat-Zinn, un docteur en biologie et qui était aussi un fervent pratiquant de la méditation zen, a mis en place dans sa clinique le protocole de base, celui qui a donné naissance à tous les autres protocoles, donc MBSR, la gestion du stress basée sur la pleine conscience. Dans cette clinique, il recevait plein de patients, de ses collègues médecins qui ne savaient plus quoi faire pour eux. Malgré tous les traitements, il y avait toujours une souffrance très importante et la médecine classique traditionnelle ne pouvait plus rien faire. Et donc, Jon s'est dit, tiens, finalement, moi, ce que je fais en méditation zen, ça pourrait peut-être aider effectivement les patients à mieux accueillir leur souffrance. Et donc, il a testé ce programme qui est sur 8 semaines. Donc, il y a 8 séances de 2 heures toutes les semaines, plus une journée complète en pleine conscience avec ses patients. Et effectivement, il a constaté une amélioration, alors pas de la douleur en elle-même, mais par contre, les gens, effectivement, acceptaient et vivaient beaucoup mieux avec leur maladie, ce qui n'était pas le cas auparavant. De ce protocole MBSR a découlé différents protocoles. Il y a un protocole qui a été effectué par Marlatt, qui a été appliqué aux addictions, à la prévention de la rechute dans les addictions. Donc c'est pareil, c'est un protocole qui est aussi basé sur 8 séances.
Ensuite, en 2002, il y a Zindel, Segal, Tisdale et Williams qui ont mis en place le programme MBCT, thérapie cognitive basée sur la pleine conscience, qui est appliqué dans la prévention des rechutes dépressives. Et aujourd'hui, c'est un protocole qui est en train de se généraliser en psychiatrie à d'autres troubles que la dépression. Et puis après, on va retrouver des approches en thérapie comportementale et cognitive qui incluent des éléments de mindfulness. Par contre, ce n'est pas une pratique régulière. C'est juste intégré à quelques petits exercices, comme par exemple dans la thérapie des schémas, qui a été créée par Jung et que l'on utilise énormément dans les troubles de la personnalité. Cela a été repris aussi dans ACT, donc dans les thérapies d'acceptation et d'engagement, où on va retrouver aussi des petits éléments de pleine conscience. Et enfin, dans la thérapie comportementale dialectique de Marshall Linehan, qui a mis en place tout un protocole pour soigner les gens qui souffrent de personnalité borderline. Et là aussi, donc, ce sont juste des petits éléments qui sont ajoutés et on ne demande pas aux personnes de pratiquer régulièrement entre les séances, comme pour les programmes MBSR, MBCT ou MBRP. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de programmes qui vont découler de toutes ces approches-là. Et que l'on appelle maintenant les interventions basées sur la pleine conscience, qui vont reprendre des éléments de ces différents protocoles et que l'on va appliquer en individuel avec les patients, ou alors qu'on va appliquer à d'autres types de pathologies, en groupe aussi, sur 8 semaines. Alors, ce qu'il faut savoir, tout à l'heure, effectivement, je vous disais que ça marchait dans plein de choses. Il y a aussi des preuves scientifiques du fait que c'est efficace. Donc là, je vais vous parler un petit peu des différents résultats qu'il y a eu. Donc la méditation, on a montré là dernièrement qu'elle pouvait améliorer les douleurs lombaires chez les personnes âgées. Donc ça, c'est une étude qui a été menée en 2008. Et c'était plus en fait dans l'acceptation de la... Enfin, ça joue plus un rôle, non pas sur la douleur en elle-même, mais sur le fait de vivre avec et d'accepter d'avoir les douleurs, ce qui n'est pas la même chose. En fait, on change de perspective et on modifie notre relation à la douleur avec la pratique de la pleine conscience. Alors là, dernièrement, il y a une étude qui a commencé à travailler sur les résultats de la méditation, sur le déclin cognitif chez les personnes âgées. Donc on a vu aussi une amélioration et que ça ralentissait, que ça pouvait ralentir le déclin cognitif chez ces personnes. On a montré aussi des améliorations au niveau des migraines. Ça pouvait améliorer effectivement la capacité à accepter et à accueillir la douleur qui est en lien avec les migraines. On a montré aussi que ça pouvait diminuer la pression artérielle et aujourd'hui, aux États-Unis, la Société de cardiologie américaine recommande la pratique de la méditation pour les personnes qui sont hypertendues. On a montré aussi qu'il y avait une amélioration de l'autonomie et une amélioration du stress chez les personnes atteintes de maladie de Parkinson. On va retrouver la même chose chez les personnes qui ont une sclérose en plaques. On a montré aussi chez des personnes qui étaient obèses que ça pouvait diminuer la glycémie, ce qui est assez étonnant, de pratiquer la méditation. On a montré aussi donc, des effets sur les rhumatismes inflammatoires chroniques. Encore une fois, pour tout ce qui est douleur chronique, ce que l'on montre, c'est que ça ne supprime pas la douleur en elle-même, mais ça supprime en tout cas la souffrance d'avoir ces douleurs. On en reste juste à la douleur et on ne passe pas le pas pour aller vers la souffrance. Je vais accélérer un peu puisqu'il me reste que 20 minutes et j'aurais bien aimé vous présenter le reste. Donc là, il y a différents résultats effectivement qui montrent l'efficacité dans les acouphènes, dans le burn-out. Là, dernièrement, en 2017, donc c'est très très récent, la HAS a recommandé la pratique de la méditation pour la prévention du burn-out. On a montré l'efficacité donc, dans la dépression. C'est aussi efficace que le maintien d'un traitement par antidépresseur dans la rechute dépressive. Ça améliore aussi le niveau d'anxiété chez les troubles bipolaires, chez les gens qui souffrent de troubles bipolaires aussi. On a montré aussi une amélioration des troubles du sommeil. Chez les enfants, ce qui est assez intéressant, c'est que ça nous permet de travailler les problèmes attentionnels.
Donc tous les enfants qui ont un peu une hyperactivité avec trouble de l'attention, c'est quelque chose qui leur permet de rééduquer leur attention et d'apprendre à maintenir leur attention plus facilement sur une tâche cognitive. Et chez les ados, on a montré aussi qu'il y avait une amélioration de certains troubles assez classiques à l'adolescence. Alors finalement, pourquoi est-ce que c'est efficace ? Déjà, il y a une chose qui est sûre, il y a un des principes actifs de cette approche de méditation de pleine conscience, c'est le temps de pratique. Dans de nombreuses études, on a montré que le temps de pratique, que les résultats étaient proportionnels au temps de pratique. Donc ça, c'est quand même assez important, quelque chose qu'il faut dire, puisqu'on entend plusieurs discours contradictoires sur la pratique régulière, alors que finalement, c'est important, et moi je le vois avec les patients, effectivement, c'est ceux qui pratiquent le plus régulièrement possible, qui ont le plus de changements dans leur vie. Alors après, il y a d'autres principes actifs dans la méditation de pleine conscience. Il y a notamment tout le travail qui est fait avec l'attention focalisée, donc la rééducation de l'attention, et la rééducation de l'attention où on va apprendre aussi à dézoomer, à élargir le champ de l'attention. Ça c'est quelque chose aussi que nous savons très peu faire. On a plutôt une attention, on a plutôt une attention qui va se focaliser sur un point en particulier et qui va avoir beaucoup de mal à élargir et à voir ce qu'il y a autour. Et le travail en pleine conscience permet de rééduquer ces deux types d'attention. La prochaine diapo, en fait, là, je vais vous demander de fixer... qu'est-ce que vous pourriez fixer le pupitre. Vous allez essayer de fixer le pupitre et de garder votre attention vraiment fixée sur ce pupitre-là. Et à chaque fois que votre attention va être happée par une pensée, un son, une image mentale ou toute autre chose, vous allez lever la main. Et ensuite, vous ramènerez votre attention sur le pupitre. C'est parti. Ok, on va arrêter l'exercice ici. Merci d'y avoir participé. Donc, comme vous avez peut-être pu le constater, ou en tout cas, quand je vois des références, c'est que l'attention divague de nombreuses fois et elle reste peu finalement sur un seul objet d'attention. On a l'attention qui divague de manière très naturelle. Et en moyenne, elle va divaguer de peut-être 4 secondes en moyenne. Il faut voir que ce temps est amélioré avec la pratique de pleine conscience. Alors, notre attention, il y a des un peu plus de 4 secondes, donc on va être à part quelque chose. Effectivement, la tête, où on prend conscience de notre attention et ensuite on va décider de manière intentionnelle de ramener notre attention sur un autre objet et de maintenir cette attention. Et donc avec la pleine conscience, et on travaille tous ces mécanismes-là. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai demandé où était votre attention, voir par quoi elle avait été happée, et décider de ramener votre attention à votre respiration. Ah, il ne veut pas passer. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'aider en régie ? J'ai un petit problème pour passer à la diapo suivante. Désolée.
Alors, avec la pratique de la pleine conscience, ce genre d'incident est quelque chose que l'on prend de manière très cool parce que de toute façon, ça ne sert à rien de s'énerver. Ce serait juste rajouter la souffrance à quelque chose qui est déjà pas très agréable en soi, où on se dit, bon, c'est peut-être pas cool, le diaporama ne fonctionne plus, ok, je fais quoi, je fais comment et c'est vrai qu'avec cette approche-là, on apprend justement à être autrement et en relation avec les événements désagréables de la vie. On apprend en fait à ne pas rajouter des couches et des couches de souffrance à cette première situation qui est désagréable. On sait que ça ne sert à rien, qu'on va griller de l'énergie pour rien, et que surtout ça n'arrangera absolument rien. Donc on va attendre tranquillement, patiemment, et si ça ne vient pas, je vous ferai méditer jusqu'à la fin de ma conf. Et puis voilà, hein, on fera autrement. Donc, déjà, en attendant, ce que je vais faire, je vais commencer à avancer un peu sur les diapos suivantes, si ma mémoire est bonne. On arrive ensuite vers... Ah, je peux réessayer. Ah yeah, cool, merci. Alors, les exercices donc, de la pleine conscience, comme vous l'avez expérimenté tout à l'heure, effectivement, on va travailler sur tous ces cycles de l'attention classique. On va apprendre à détecter le moment où l'attention n'est plus dans l'instant présent. On va apprendre à désengager son attention des stimuli distracteurs. Et on va apprendre à refocaliser l'attention sur un objet choisi et à maintenir son attention sur cet objet. On va essayer de... Là, je ne vais peut-être pas vous faire ça parce que sinon ça va prendre trop de temps. Vous connaissez sûrement tous effectivement le test de Stroop où vous êtes censé me dire la couleur du mot. Alors allez-y, on va le faire rapidos. Blablabla. Ok, d'accord. Donc ça, c'est assez rigolo puisqu'on voit effectivement qu'on a un cortex qui prédomine. Hein, c'est le cortex visuel. On est habitué à lire en fait quand on regarde un mot. On n'est pas habitué à effectivement juste voir sa couleur. Et donc, pour faire ce test et pour le réussir du mieux que l'on peut, il faut effectivement inhiber quelque chose qui est habituel chez nous, qui est lire un mot. Et ça, c'est quelque chose qui a amélioré aussi avec la pratique de la mindfulness. Tous ces tests-là sont améliorés. Alors, en principe, au premier plan de notre attention, avant la pratique de la pleine conscience, on a très souvent les blablas de l'esprit, toutes les histoires que l'esprit nous raconte, et on a éventuellement un corps en arrière-plan. On est dans une société, en tout cas en France, où on n'a pas été habitué à prêter attention à son corps. Et après la pratique, effectivement, après l'entraînement à la pleine conscience, on va avoir effectivement un blabla en fond d'écran, donc pas une absence de pensée, et un corps au premier plan. C'est celui-ci qui va être prédominant. Alors là, c'est encore une vidéo qui ne veut pas se lancer. C'est pas grave parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, dans la vidéo, en fait, on montrait un tour de magie avec un tour de cartes. Et dans le tour de cartes, on montrait, il y avait 4 changements successifs. Il y avait des changements de t-shirt, il y avait des changements de couleur de carte, des changements du fond et de la nappe de la table. Et en fait, quand on regarde ça, les personnes se focalisent finalement sur le tour de cartes et ne perçoivent absolument pas tous les changements qui sont effectués autour. Ils n'en ont absolument pas conscience. Et la magie repose uniquement sur ça, sur une manipulation de notre attention. On a une attention, effectivement, qui va beaucoup plus se focaliser sur les choses et qui a beaucoup de mal à s'élargir. Et donc, dans le travail de la méditation, on apprend justement à élargir le champ de l'attention. On apprend à être présent. Par exemple, vous avez tous eu un son qui vous a ennuyé pour vous endormir. Je ne sais pas, les ronflements de votre conjoint, la goutte d'eau qui tombe de je ne sais où et donc vous ne pouvez absolument pas contrôler. Ça vous empêche de dormir. Vous commencez à vous énerver. Plus vous vous énervez, moins vous dormez.
et ça devient infernal et vous avez l'impression que le bruit, il est énorme. En plus, il y a un effet de zoom quand on focalise l'attention. Donc, ce qu'on apprend à faire et en méditation, c'est prendre conscience de ce bruit tout en ayant conscience des sons qui sont tout autour, les sons présents devant vous, derrière vous, à vos côtés. Et de cette manière-là, en fait, ce que l'on voit, c'est que le son va se diluer dans les autres et va devenir tolérable. Et il va se passer exactement la même chose, en fait, avec la douleur physique. On a mal quelque part. Quand vous avez mal à la tête, vous focalisez votre attention sur la douleur. Plus vous focalisez votre attention, plus vous avez l'impression que le mal de tête est énorme et s'amplifie. Donc on apprend, ok, la douleur elle est là, mais on peut aussi être présent à toutes les autres sensations qui sont présentes dans le corps, les sensations de contact des pieds avec le sol, les mouvements dans le corps en lien avec la respiration. Et grâce à cette approche, en fait, les gens diminuent la prise d'antalgiques, uniquement en pratiquant cette méditation que moi j'appelle zoom des zooms. Donc là, je vous ai déjà dit. Il y a un deuxième principe actif aussi qui est important dans la pleine conscience, c'est on va travailler le shift métacognitif, prendre du recul, défusionner d'avec la douleur, défusionner d'avec ce qui nous fait mal. Les gens, généralement, quand ils ont mal, donc ils focalisent l'attention sur ce qui est douloureux, on va avoir une attention qui est auto-centrée, qui va boucler, et les gens vont devenir petit à petit la douleur. Il n'y a plus que ça dans leur vie. Ils n'arrivent plus à se désengager et à défusionner. Donc on travaille effectivement ce shift métacognitif. Je suis vraiment désolée de devoir accélérer, mais il me reste vraiment plus beaucoup de temps. Cet entraînement de l'attention donc, améliore effectivement le processus de flexibilité cognitive, puisqu'à partir du moment où on est capable de désengager son attention de ce qui est douloureux et de remettre son attention ailleurs, de prendre conscience de ce qui est douloureux tout en ayant conscience de tout ce qui est. Donc on a là et on va faciliter immédiatement la prise de recul. Et la personne va voir autrement les choses. Je ne suis pas que cette douleur-là. Il n'y a pas que ça. Je suis désolée, je vais essayer de passer vite. Donc là, il y avait des études qui montraient, le graphe n'est plus là, mais il y a une étude qui montre que la méditation améliore effectivement la métacognition, donc la capacité à prendre du recul par rapport. Alors là, c'est un petit exemple d'un petit apprenti en méditation. Par exemple, vous avez mal au genou, vous avez l'attention qui se focalise sur la douleur au niveau du genou. Avec la méditation, on va plutôt apprendre à se distancier déjà. Tiens, le genou a mal. C'est plus du tout la même chose. Le cerveau dit que le genou a mal. C'est encore plus la même chose. On prend encore une distance supplémentaire. Et le mot dit que le cerveau dit que le genou dit qu'il a mal. Donc là, on montre à quel point, effectivement, on va prendre ce recul. Et finalement, pour finir, on se dit, mais finalement, j'ai mal où ? Et c'est un peu ce qui se passe, en fait. À la fin des séances de méditation, les gens n'ont plus forcément la même douleur et à l'endroit qu'ils avaient à la base. Et finalement, le fait de pouvoir prendre du recul, de pouvoir désengager son attention de ce qui est douloureux, de la réorienter vers des endroits qui sont plus sympathiques et plus agréables, le fait de ne plus être en fusion avec ce qui est douloureux va permettre de manière très très naturelle une régulation des émotions. Et donc ça, c'est le dernier principe actif de la pleine conscience, donc qui va agir sur la régulation des émotions. Une des choses aussi qui fait que la souffrance est entretenue chez les personnes, c'est toute la lutte qu'ils engagent pour ne plus ressentir la douleur et que celle-ci soit physique ou psychique. Et très souvent, la douleur, elle est inhérente à notre condition humaine et on ne peut pas éviter la douleur. Et donc, toute la lutte qu'ils engagent à ne plus ressentir cela est complètement vaine et ils s'épuisent et ça ne fait qu'augmenter les sensations, les émotions désagréables. Donc, dans la pratique de la pleine conscience, on va leur apprendre à accueillir leurs émotions désagréables. On va leur apprendre à accueillir les émotions dans le corps. Contrairement à ce que nous faisons. Quand nous sommes tristes, qu'est-ce qui se passe ? Notre attention va se porter sur les pensées qui émergent de cette tristesse et on va ruminer. Là, lorsqu'on est triste, immédiatement, ça va être « où est-ce que je le ressens dans mon corps ?» On va redescendre. Et on va revenir effectivement aux sensations dans le corps.
Et c'est ce qui permet justement, c'est-à-dire que les gens vont avoir cette sensation de tristesse, alors par exemple de gorge serrée, et de la même manière, on va leur dire, ok, il y a cette tristesse qui est là, et elle est juste normale, mais prenez conscience qu'il n'y a pas que cette sensation de tristesse dans votre corps. Il y a aussi d'autres sensations. Il y a la sensation de calme, qui est en lien avec le point d'ancrage. Il y a aussi la sensation de contact de votre corps avec le support, et bien d'autres sensations encore. Ce qui va leur permettre finalement de pouvoir accueillir et d'accepter, de ressentir des émotions désagréables. Et de ce fait, en les acceptant, on va avoir une diminution de l'intensité des émotions difficiles. Je pourrais presque m'arrêter là, mais là c'était juste pour vous montrer finalement, je vais juste aller au tableau qui va vous montrer finalement pourquoi ça fonctionne. En fait, la souffrance, elle est maintenue donc par des biais attentionnels. D'accord ? On a mal quelque part, immédiatement il y a une focalisation de l'attention sur ce qui est douloureux, attention autocentrée qui entraîne les ruminations. On a une fusion avec la douleur, les personnes deviennent cette douleur et ça prend toute la place dans leur vie psychique. Et puis elles vont éviter ce ressenti douloureux. Et c'est ce qui va maintenir et transformer la douleur en souffrance. Et donc, la pleine conscience nous permet d'en rester juste à la douleur et de ne plus partir dans ce cercle vicieux, puisqu'elle travaille directement sur l'entraînement attentionnel. Elle améliore donc ses biais attentionnels, elle modifie le traitement de l'info et elle permet de mieux réguler ses émotions. Et en plus, elle permet aussi d'être un peu plus bienveillant et de ressentir de la compassion pour soi, et ça aussi on n'est pas très fort, on n'a pas été très bien éduqué à ce niveau-là, et c'est quelque chose que l'on travaille beaucoup pendant les cycles de pleine conscience. Je vous remercie de l'attention que vous m'avez accordée, je suis désolée d'avoir été un peu rapidement. Si vous avez des questions, levez la main et on vous apportera un micro. Bonjour et merci, je suis là. Je voulais savoir si, parce que vous disiez que la méditation, en quelque sorte, ça nous permet de prendre du recul. Oui. Et je voulais savoir si le fait de ne plus me focaliser sur une douleur, est-ce que je ne risque pas de tomber dans le déni, le refoulement ? Non, puisqu'on n'est jamais dans l'évitement du ressenti douloureux. On prend conscience de la douleur, on voit où elle se trouve précisément dans le corps, quelle est son intensité, la place qu'elle prend dans le corps. Et pendant quelques instants, on va même respirer avec cette sensation douloureuse. Et ensuite, prenez conscience de la douleur tout en étant conscient de votre corps tout entier. Tout à l'heure, je vous ai fait ça à partir du point d'ancrage. On fait exactement la même chose, en fait, avec la sensation douloureuse. Oui. Non. Et en fait, ce que ça fait, c'est que il va y avoir une sensation qui va être beaucoup plus diluée, en fait. C'est vraiment ce qu'ils disent, en fait. Ils disent, c'est moins intense. Donc, plus acceptable. Ça fait 2 fois que je le fais. Bref. Bonjour, merci beaucoup pour la conférence. Je suis là, à droite. Non, au milieu. Ouais, bonjour. En fait, j'ai 2 questions assez rapides. Déjà, d'une, moi, ça m'intéresse. Ce serait où, en fait, les séances ? Je suis quelqu'un de très stressé, donc c'est pour ça. Ok. Y a mes coordonnées sur le PowerPoint. Voilà, ou sinon vous regardez Stéphanie Pellissolo et puis et vous me trouverez sur Google. Mais après, il y a plein d'autres personnes aussi qui pratiquent la MBSR ou la MBCT. Donc ça, vous rentrez sur Internet, protocole de MBSR ou MBCT, vous allez trouver tout ce qu'il faut. Ok, ça marche. Je crois que j'ai oublié ma deuxième question. Dès que je perds le fil, c'est horrible. Ouais, ça marche. Bonjour. Alors,
Je suis à votre gauche, juste là. Donc merci pour votre présentation. J'avais juste une question pour une étude comparative entre la méditation pleine conscience vis-à-vis des traumatismes, parce que vous n'en avez pas parlé, des traumatismes par exemple suite à des attentats, des traumatismes sexuels ou peu importe. Donc est-ce qu'il y a eu des cas d'études? Est-ce que vous avez reçu des patients par rapport à ça? Et généralement par rapport au traumatisme, peu importe l'origine, c'est plus des TCC qui utilisent du coup l'hypnose thérapeutique. Donc voilà, c'était par rapport à ça. Merci. Alors pour les attentats, j'ai reçu pas mal de personnes parce que je travaille aussi dans une cellule médico d'urgence psychologique, la CUMP, donc les CUMP qui interviennent sur les attentats ou sur les gros événements. Et donc avec les personnes qui ont vécu les attentats, ce que je travaillais essentiellement, c'est ce que je vous ai fait faire tout à l'heure. C'est uniquement de l'ancrage de l'attention dans l'instant présent. Ce sont des gens qui sont en hypervigilance constante, qui se sentent en danger de mort moment après moment, et le seul moment où on peut les sécuriser, c'est dans l'ici et le maintenant. Donc on a beaucoup retravaillé finalement avec ce petit exercice que je vous ai fait tout à l'heure. Et puis après, au fil du temps, on en est venu, moi je travaille avec le MDR, donc j'ai retravaillé les traumas avec le MDR, mais on a appliqué ensuite le protocole classique de méditation, mais une fois qu'on avait retraité le trauma par le MDR. Bonjour. Bonjour. Merci pour cette conférence. Alors, j'avais une question parce que moi, par exemple, je pratique la méditation aussi avec une voix off, donc avec de la parole, et j'écoute les conseils, les indications. Et je trouve ça presque paradoxal, en fait, d'avoir des pensées, les siennes, et en même temps celles qui sont indiquées par la personne qui parle. Et je sais aussi qu'il y a des personnes qui préfèrent méditer sans parole, et peut-être qu'avec de la musique, et je voudrais savoir à quoi c'est dû ça. Par exemple, moi je sais que j'ai besoin que quelqu'un m'indique les étapes, et en même temps, ça amène d'autres pensées, quoi. Alors, et dans un premier temps, en fait, les guidages sont nécessaires pour rééduquer l'attention, parce que si on vous met en silence pendant 30 minutes, vous avez vu déjà tout à l'heure en fixant le pupitre, votre attention elle n'a pas fixé très longtemps le pupitre, et donc vous seriez constamment happé finalement par vos pensées. Donc là, la voix sert à vous ramener dans l'instant présent. Mais après, avec de l'entraînement et de la pratique, en fait, on ne supporte plus les guidages. Enfin, moi, je ne supporte plus les guidages. J'ai besoin de méditer en silence et qu'il n'y ait personne, effectivement, qui guide. Donc ça, c'est quelque chose qui vient avec la pratique. Et la voix, elle est uniquement faite pour vous ramener dans l'instant présent. D'accord, merci. Bonjour, je suis là. Vous avez passé une diapositive sur les douleurs chroniques. Oui. Et j'aimerais savoir si vous vous y connaissez en douleurs neuropathiques. Oui. Et si la méditation peut soigner ces douleurs neuropathiques. Alors, elle soigne la manière dont on est en relation avec ces douleurs neuropathiques. Elle ne soigne pas en elle-même la douleur neuropathique. Ça nécessite toujours les traitements que l'on prend habituellement, que ce soit la TMS ou le Laroxyl ou autre chose, ou d'autres traitements de ce type, pour traiter la douleur neuropathique en elle-même. Par contre, ce que ça va modifier, c'est justement la manière d'être en relation avec elle. C'est-à-dire qu'on ne va plus être en lutte contre ces douleurs-là, on ne va plus être triste d'avoir ou être en colère d'avoir ces douleurs neuropathiques qui ne feraient que rajouter finalement de la souffrance à la douleur première. Merci. Bonjour, merci pour cette présentation intéressante. Je me demandais si plus sur le long terme, donc peut-être après une thérapie, est-ce que les patients ou les anciens patients continuent à pratiquer des exercices, c'est le même genre d'exercice, ou est-ce qu'ils n'en ont pas besoin, ou généralement comment ça se passe? Alors il faut savoir qu'il y a à peu près un tiers des personnes qui continuent leur pratique de manière régulière. Il y en a un tiers qui pratique coup-ci, coup-ça, et un tiers qui ne pratique plus. Et ça, c'est quelque chose qui est assez classique. Généralement, ils pratiquent à nouveau quand ils ont un souci. Ce n'est pas forcément le meilleur moment où il faut repratiquer. C'est John Kabat-Zinn qui disait qu'il valait mieux tisser son parachute avant de sauter. Et là, c'est un peu ça, finalement. La pratique de la mindfulness, elle doit se faire avant, effectivement, pour justement prévenir les rechutes. Parce que c'est grâce à cette pratique qu'on va réussir à prévenir les rechutes. Et après, sinon, on offre plein de choses aux patients pour continuer leur pratique, que ce soit des journées en pleine conscience, des week-ends en pleine conscience.
Donc on les incite ensuite à revenir pour pratiquer avec nous. Mais ça veut dire que même quand ils ne sont pas en train de pratiquer, leur qualité de vie est meilleure. Par exemple, des gens qui souffrent de douleurs chroniques, même quand ils ne pratiquent pas, ça améliore leur état et ils ressentent moins les douleurs. Oui, tout à fait. En fait, c'est un peu le même état que tout à l'heure quand il y a eu l'incident technique. Il y a l'incident technique et c'est comme ça. Et ça ne sert à rien d'en rajouter. C'est exactement la même chose, en fait. C'est la même approche, c'est la même relation à la douleur physique ou à d'autres maladies. Merci beaucoup. Bonjour, sur votre gauche. Droite, excusez-moi. Ma gauche. Merci beaucoup pour votre présentation, c'était vraiment très intéressant. J'aurais voulu avoir votre avis et les perspectives que l'on pourrait envisager sur la pratique du mindfulness dans le cadre de rééducation neuropsychologique. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui est en train de se faire. Là, et on a vu effectivement qu'ils commencent à le pratiquer avec les personnes âgées, justement, et que ça agissait sur le déclin cognitif des personnes âgées. Et je pense qu'il y a des exercices spécifiques que l'on peut appliquer, justement, et qui seraient très, très utiles. D'accord. Donc disons que selon vous, ce serait quand même à creuser. Disons que c'est pas quelque chose qui est envisagé en vain, parce que ça arrive des fois que l'on cherche. Peut-être que c'est envisagé. Moi, je ne connais pas tout sur tout dans la mindfulness. Je suis essentiellement clinicienne. Je ne suis pas dans le milieu de la recherche. Et ce qui fait qu'il y a sûrement des choses que je ne connais pas. Il y a peut-être Arnaud Delorme, je ne sais pas s'il est encore là, ou Arnaud Poulan, je crois, Poublan, qui fait de la recherche avec Antoine Lutz sur ça, qui pourrait peut-être vous répondre sur il y a ces questions-là. Très bien, désolée. merci. Pas de souci. Bonjour. Ici, au milieu, en haut, là, juste là. Bonjour. Du coup, tout à l'heure, vous avez mentionné qu'un tiers des personnes continuaient à pratiquer la méditation, qu'un tiers s'arrêtait et qu'un tiers le faisait de temps en temps. Avec cette histoire de mode que vous avez présenté au début, est-ce que vous pensez que la méditation, ça va devenir quelque chose de pratiqué couramment plus tard? Ou est-ce que vous pensez que ça restera pour une seule partie de la population qui pourra trouver ses bienfaits, quoi? Non, et on espère que c'est quelque chose qui va perdurer, mais par contre, effectivement, il faut qu'on arrête avec cette image effectivement renvoyée par les médias, où on renvoie plus une image mindfulness is business. Je ne sais plus dans quel journal il parlait de ça. Je crois que c'est dans le Times où il disait qu'en France c'était devenu ça. Et c'est quelque chose qui commence effectivement à faire du tort un peu à la pratique de la pleine conscience. Mais il y a tout un autre mouvement où on est en train de travailler avec les écoles, avec les instituts, amener la pleine conscience à l'école et amener la pleine conscience à l'hôpital. Donc j'espère que ça va perdurer. Après on verra, je peux pas vous dire comment ça va être pris effectivement par la population générale. Okay. Merci. Bon, eh bien merci beaucoup pour la conférence. Voilà, c'est terminé. Merci.